Et si une machine pouvait faire plus que prédire une tempête? Et si elle pouvait comprendre pourquoi elle se forme? Aujourd'hui, on va voir comment l'IA est en train d'apprendre à poser la question la plus fondamentale de toutes, pourquoi? Regardons ce graphique. À première vue, la conclusion a l'air évidente. Plus un pays mange de chocolat, plus il semble remporter de prix Nobel. Alors la solution, c'est de distribuer des tablettes de chocolat dans les universités? Bon, probablement pas. Et cette évidence qui n'en est pas une, c'est l'un des plus grands défis pour l'intelligence artificielle. C'est la règle d'or en statistique, mais c'est un piège dans lequel on tombe tous, humains comme machines. Ce n'est pas parce que deux choses se produisent en même temps qu'il y a forcément un lien de cause à effet. On va voir comment l'IA apprend enfin à faire la différence. Les IA actuelles, il faut les voir un peu comme des détectives hyper brillants. Elles peuvent repérer absolument tous les indices sur une scène de crime, mais elles ont beaucoup de mal à reconstituer le fil des événements, à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Elles voient les liens, mais pas toujours la cause. Quand on a une corrélation, il y a toujours en fait trois suspects. Soit X est le coupable et cause Y, soit c'est tout l'inverse, Y cause X, ou alors, et c'est souvent la piste la plus intéressante, il y a un troisième complice, un facteur Z caché qui tire les ficelles en coulisses. Dans notre histoire de chocolat, ce facteur Z, ça pourrait être la richesse d'un pays. Un pays riche peut se permettre d'acheter plus de chocolat et de financer la recherche de pointe. Alors comment on fait pour apprendre à une machine à devenir un meilleur détective? C'est là que l'inférence causale entre en jeu. Il faut l'imaginer comme une sorte d'échelle qui permet à l'IA de s'élever au-dessus du brouillard des simples corrélations pour enfin voir clairement les liens de cause à effet. L'inférence causale, c'est donc une nouvelle boîte à outils. Une boîte qui permet aux machines non seulement de voir ce qui est, mais aussi d'imaginer ce qui pourrait être. C'est la capacité de jouer avec des scénarios, de se demander « et si ?» Et si on changeait ça, qu'est-ce qui se passerait? En gros, c'est le passage de la simple observation à l'expérimentation. L'informaticien Judea Pearl a parfaitement illustré ce concept avec son échelle de la causalité. C'est une sorte de feuille de route, en 3 étapes, qui guide une IA de l'observation la plus passive jusqu'à une véritable compréhension causale. Allez, on va gravir cette échelle ensemble. Ces 3 échelons nous embarquent dans un véritable voyage. On commence par simplement observer le monde, tel qu'il est. Ensuite, on ose y intervenir. Et enfin, le plus fou, on imagine des mondes qui n'ont jamais existé. Donc, pour résumer, d'abord, on voit des motifs. Ensuite, on se demande ce qui arriverait si on faisait quelque chose. Et enfin, tout en haut, on peut imaginer des réalités alternatives. C'est la forme de raisonnement la plus sophistiquée. Le premier échelon, l'association, c'est le terrain de jeu de la plupart des IA qu'on connaît aujourd'hui. Elles sont expertes pour répondre à des questions du genre « Les gens qui achètent ce produit ont aussi tendance à acheter celui-là ?» C'est de la reconnaissance de motifs à très très grande échelle, mais ça reste de l'observation passive. Pour y voir plus clair dans toutes ces observations, les chercheurs utilisent un outil visuel hyper puissant, les graphes orientés acycliques ou DAG. Pensez-y comme à une carte qui dessine nos hypothèses sur qui cause quoi. Par exemple ici, la saison influence le fait qu'il pleuve et le fait qu'on active l'arrosage automatique. Mais voilà, voir n'est pas faire. Comment une machine peut-elle faire la différence entre, d'un côté, constater que les patients qui prennent un médicament guérissent, et de l'autre, comprendre ce qui se passe si on décide de donner ce médicament à un patient? C'est tout l'enjeu du saut vers le deuxième échelon. Et pour faire ce saut, l'IA causale utilise un outil mathématique qui change absolument tout, l'opérateur DO. Quand on écrit DO x égale x, ça ne veut pas dire je constate que x a cette valeur, mais bien je force x à prendre cette valeur, peu importe le reste. C'est toute la différence entre regarder la météo et faire tomber la pluie. Et voilà concrètement ce que ça donne. Regardez bien le schéma. Quand on est dans la simple observation, tout est connecté. Mais quand on intervient, quand on applique l'opérateur do of x, c'est comme si on prenait une paire de ciseaux et qu'on coupait tous les fils qui mènent à x. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est nous qui contrôlons x. Sa valeur ne dépend plus de rien d'autre. Et c'est seulement en faisant ça qu'on peut enfin isoler et mesurer l'effet causal pur de x sur y, sans être trompé par d'autres facteurs. On arrive maintenant tout en haut de l'échelle, et cette idée, au fond, elle n'est pas si nouvelle. Déjà, en 1748, le philosophe David Hume touchait du doigt le concept le plus puissant de la causalité, le contrefactuel. Et nous voilà au sommet. L'imagination, la capacité à se poser les questions les plus complexes. Par exemple, ce patient est décédé, mais si on lui avait donné un autre traitement, serait-il encore en vie? C'est une forme de raisonnement qui nous permet de remonter le temps par la pensée. Sans cette capacité, des concepts comme la responsabilité ou l'équité n'auraient tout simplement aucun sens. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Voyons comment ce raisonnement causal nous aide à résoudre un casse-tête statistique qui a donné du fil à retordre aux chercheurs pendant des décennies.
Le paradoxe de Simpson, c'est un vrai tour de magie statistique. C'est une situation hyper déroutante où une tendance qu'on observe dans des groupes séparés s'inverse complètement quand on rassemble tout le monde. Accrochez-vous, c'est assez bluffant. Regardons ce tableau, c'est fascinant. Pour les hommes, le traitement a l'air d'améliorer le taux de guérison. Pour les femmes, pareil. Logiquement, on se dit, ok, le traitement est efficace, pas vrai? Sauf que, regardez la dernière ligne, les données globales. Le groupe qui a reçu le traitement a un taux de guérison plus faible. Comment c'est possible? C'est la question qui tue. Les données brutes se contredisent. Une IA basée uniquement sur la corrélation serait complètement perdue, incapable de trancher. Alors on fait quoi? La réponse, et c'est là toute la beauté de l'approche causale, elle ne se trouve pas dans les chiffres, elle se trouve dans l'histoire derrière les chiffres. Imaginons 2 scénarios. Premier modèle, le sexe influence à la fois le choix du traitement et la guérison. Ici, le sexe est ce qu'on appelle un facteur de confusion. Pour avoir la vraie réponse, il faut comparer ce qui est comparable, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et si on fait ça, le traitement est bénéfique. Maintenant, deuxième modèle, le traitement lui-même cause un effet secondaire, disons qu'il fait varier la tension, et que cette tension affecte la guérison. Dans ce cas, il ne faut surtout pas ignorer cet effet. Et si on regarde l'effet global, le traitement est nuisible. On voit bien là, non? Les mêmes données, 2 histoires, 2 conclusions opposées. Sans modèle causal, on est aveugle. L'IA causale est donc un outil incroyablement puissant. Mais attention, ce n'est pas une solution miracle. Le chemin vers une IA qui raisonne comme nous est encore long et semé d'embûches. Le plus grand défi, c'est que ces cartes causales, ces diagrammes, ce sont des humains qui les dessinent, avec leurs connaissances et leurs biais. Si notre carte est fausse, la destination le sera aussi. Et puis, il y a souvent des facteurs invisibles, des choses qu'on ne peut pas mesurer. Le monde réel est toujours bien plus complexe que nos modèles. Mais ces défis ne doivent pas nous faire oublier le potentiel immense. On est en train d'apprendre aux machines à ne plus seulement répondre à quoi, mais à pourquoi. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Le jour où on aurait une machine capable de comprendre la cause de n'importe quel effet, quelle sera la toute première question, la plus importante qu'on devra lui poser ?